Bienvenue dans le débat. C'est probablement l'image de l'actualité internationale du jour. Anthony Blinken et Xi Jinping, point d'orgue du voyage du secrétaire d'État américain en Chine. Un déplacement de 2 jours en pleine tension entre les deux pays. Au centre des confrontations, Taïwan, bien sûr, mais pas seulement. La rivalité dans les technologies, les sanctions américaines visant les géants chinois du numérique, le traitement des Ouïghours, les revendications chinoises en mer méridionale. Après sa rencontre avec Anthony Blinken, Xi Jinping a salué les progrès et les terrains d'entente entre Pékin et Washington. Le chef de la diplomatie américaine a quant à lui déclaré que la Chine avait renouvelé sa promesse de ne pas envoyer d'armes à la Russie pour la guerre en Ukraine. Il faut choisir entre dialogue et confrontation, a lancé le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, Wang Li. Alors est-ce là le dilemme? Au même moment, le Premier ministre chinois, Li Qiang, est en Allemagne avant de se rendre en France. Les Chinois n'oublient pas pour autant l'Europe et l'Europe ne les oublie pas. La rencontre Blinken-Xi Jinping peut-elle apaiser finalement les tensions entre la Chine et les États-Unis? Est-elle un signe de dégel? Le choix pour Washington et Pékin est-il le dialogue ou la confrontation? Et l'Europe, comment se positionne-t-elle dans cette rivalité entre les États-Unis et la Chine? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Baptiste Monnier. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'EJA Center. Bienvenue à vous. Jean-Paul Chang est avec nous. Bonsoir. Économiste spécialiste de la Chine. Également avec nous Emmanuel Véron. Bonsoir. Géographe spécialiste de la Chine contemporaine, co-auteur de La Chine face au monde, une puissance résistible. Et c'est aux éditions Capit Muscat. Bonsoir à vous et bienvenue. Nous avons avec nous par Skype de Washington Tara Varma. Bonsoir. Merci d'être avec nous, chercheuse invitée à la Brookings Institutions, Centre États-Unis-Europe. Bienvenue à vous. Merci. Bonsoir à tous. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, hashtag débat F24 tout au long de l'émission. Anthony Blinken a donc fait le constat avec les dirigeants chinois de la nécessité, je cite, de stabiliser les relations bilatérales tout en restant, dit-il, lucide sur les désaccords. Retour sur la rencontre entre Xi Jinping et Anthony Blinken à Pékin avec Florent Rodeau. Good afternoon. Sa poignée de main avec Xi Jinping était très attendue et en voici les toutes premières images. Premier secrétaire d'État américain à se rendre en Chine depuis 5 ans, Anthony Blinken le sait, il est là pour amorcer un dégel diplomatique. Car ces derniers mois, les relations avec Pékin se sont nettement tendues dans plusieurs dossiers, à commencer par celui de Taïwan. Territoire sur lequel lorgne Pékin, c'est le principal point de tension entre les deux superpuissances. La Chine joue toujours la carte de la fermeté et a informé le chef de la diplomatie américaine qu'elle ne fera aucun compromis. Mais devant les caméras, le président Xi l'assure, il existe néanmoins des terrains d'entente avec Washington. J'espère que par le biais de cette visite, le secrétaire d'État Blinken apportera des contributions positives à la stabilisation des relations entre la Chine et les États-Unis. Cette visite de 2 jours était initialement prévue en février dernier, mais c'était sans compter sur l'affaire du ballon chinois abattu au-dessus du sol américain. Depuis, les points de friction ne manquent pas, entre soupçons d'espionnage, soutien de Pékin à Moscou, ou encore ces restrictions américaines en matière d'échanges commerciaux. Lors de sa conférence de presse, Anthony Blinken a dénoncé des provocations chinoises dans le détroit de Taïwan, avant d'indiquer que les deux camps prônent désormais l'apaisement. L'engagement direct et une communication soutenue au plus haut niveau sont les meilleurs moyens de gérer nos différences de manière responsable et de veiller à ce que cette concurrence ne se transforme pas en conflit. Mes homologues chinois et moi-même sommes d'accord sur le besoin de stabiliser nos relations. Une réponse directe à la mise en garde chinoise, c'était le matin même, lorsque Pékin a invité Washington à choisir entre la coopération ou le conflit. Autre déclaration à retenir, selon Anthony Blinken, la Chine a promis de ne pas fournir d'armes à la Russie, des livraisons susceptibles de changer le cours de la guerre en Ukraine. Jean-Baptiste Monnier, est-ce que c'est un pas vers un dégel dans les relations entre les États-Unis et la Chine? Oui, Stéphanie, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Évidemment, les tensions étaient au plus grave. Cette rencontre est un dialogue. Elle a existé.
et la confrontation existe. Alors, on a eu comme objectif, évidemment, de déjà mettre derrière soi les affaires du ballon. Il y a eu l'affaire du Cuba aussi, récemment, qui était peut-être un pavé dans la mare, qui pouvait mettre un risque sur cette réunion elle-même. Mais elle a eu lieu, et c'était assez important, substantiel. Il y a eu 7 heures de réunion entre Anthony Blinken et son homologue chinois. Qin, avec un dîner. Il y a eu 3 heures avec Wang Yi, l'ex-ministre des Affaires étrangères chinois. Il y a eu 35 minutes avec Xi Jinping. La réunion avec Xi Jinping a eu lieu aussi, ce qui n'était pas annoncé et ce qui n'était pas confirmé. Donc oui, on peut parler des gels. Et surtout, ça prépare la réunion possible à la PEC en novembre 2023 à San Francisco, la PEC à laquelle participera Xi Jinping, et il y aura probablement une rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden à ce moment-là. Donc ça prépare en fait cette rencontre. Jean-Paul Chang, pourquoi tout ce cérémonial autour de est-ce qu'il va voir Xi Jinping ou pas voir Xi Jinping? Finalement, il a vu Xi Jinping. Non mais c'est vrai, on s'est posé la question. Symboliquement, si les choses se passent bien, Xi Jinping reçoit bien sûr Blinken, donc c'était important pour le côté chinois. Donc il y a d'abord eu le test avec l'homologue et ensuite on essayait de voir. En gros, c'est un signal pour dire, écoutez, côté chinois, on considère que cela a été positif et que ça a été très utile. Et donc, il y a une sorte de ne pas faire perdre la face à quelqu'un qui s'est déplacé pour venir en Chine. Donc, avec toute l'importance, tout le cérémonial, effectivement, du numéro 1 chinois qui reçoit Blinken, je veux dire, bon, c'est un message relativement clair, comme quoi, d'un côté, les Chinois tiennent effectivement à ce que les relations sortent de ce point bas qu'on connaît actuellement, et que les Chinois sont en faveur, effectivement, d'un certain apaisement des relations. Bon. Emmanuel Véron, vous êtes d'accord? Donc il fallait sortir de ce point bas, parce qu'il y avait vraiment un point bas. Aujourd'hui, on en était vraiment... C'était confrontation ou rien, là. On y est encore. Enfin, on y est encore. Il y a effectivement les 2 jours de visite de Blinken qui, dans l'ensemble, a priori, se sont plutôt bien passés. On va y revenir, mais quelques mots en complément et au préalable de notre échange ce soir. Effectivement, c'est un point bas qui n'est pas connu depuis la guerre froide. La relation bilatérale est vraiment faite d'interdépendance, maximum de commerce bilatéral l'année dernière, autour de 700 milliards de dollars échangés, mais aussi de tensions. Donc c'est une sorte de rivalité systémique qui définit la relation. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est bien la réalité. Alors, effectivement, on continue d'être en point bas. Pourquoi? Parce que c'est une première, malgré tout, depuis 5 ans. Le précédent était Mike Pompeo, d'être sur le territoire chinois. Donc, la symbolique, le ministre de Trump à l'époque. Ministre de Trump, voilà, secrétaire d'État de Trump, administration républicaine. Et à 1 an, pratiquement, du lancement de la campagne présidentielle aux États-Unis, on est effectivement sur un sujet fondamentalement très, très sensible. La question chinoise pour l'agenda américain. Mais si on regarde de plus près le protocole, effectivement, il a été reçu par Xi Jinping, ce qui n'était pas assuré parce que pas annoncé. Mais ça tranche avec la manière dont il a été accueilli sur le tarmac à Pékin. Pas de tapis rouge et pas d'homologue en matière diplomatique de son rang. Simplement, Burns, l'ambassadeur des États-Unis en Chine, et un responsable chinois, mais pas de Xinjiang qui l'accueille sur le tarmac, ni Wang Yi. En revanche, il les voit à Pékin après, lors de réunions qui durent 3 heures, 4 heures avec des dîners, etc. Donc il y a donc côté protocole chinois un message qui est très clair qui est envoyé, c'est-à-dire quelque part, ils montrent qu'ils savent accueillir l'Américain, mais en même temps qu'ils le tiennent. Je m'inscris un peu en faux. Une petite recherche sur Internet vous montrera que quand John Kerry, secrétaire d'État américain, est allé en Chine, ou Hillary Clinton, secrétaire d'État américain, est allé en Chine, ils ont été accueillis à l'époque aussi par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Peut-être pour les mêmes raisons. Non, à l'époque, les relations étaient beaucoup plus normales que ça. Sur le protocole de l'aéroport, je pense qu'on fait un peu de surinterprétation. Par contre, la réception par Xi Jinping, effectivement, je pense que c'est quelque chose, c'est un acte signifiant de la part des Chinois. Tara Varma, on sait tout de même que... On se souvient que la secrétaire au Trésor Janet Yellen ou encore le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan avaient eu des mots d'apaisement pour Pékin. C'était un peu pour préparer le terrain. C'était important pour les Américains justement que cette visite soit un succès. Oui, absolument. Vous avez fait référence à ces 2 discours qui sont assez fondamentaux dans le cadre de la relation bilatérale, mais en fait plus généralement sur la politique économique que les États-Unis comptent mener à partir de maintenant. La visite d'Anthony Blinken, elle avait 3 objectifs. Reprendre les contacts de haut niveau pour la première fois, donc quand même depuis un certain temps. Affirmer très clairement les désaccords sur un certain nombre de sujets dans la relation bilatérale. Et troisièmement, essayer d'explorer des zones de coopération ensuite. Moi, je ne pense pas qu'on soit un dégel de la relation, mais on est un dégel dans les contacts de haut niveau. Donc le premier objectif de la visite de Blinken, en ce sens, effectivement, il est atteint et
c'est notable parce qu'aux États-Unis, vraiment, la politique étrangère, le débat de politique étrangère tourne quand même principalement autour de cette relation bilatérale et de la compétition qui s'accroît entre les États-Unis et la Chine, et évidemment des conséquences que ça a sur les alliés et rivaux de ces deux pays. Et donc l'Europe est concernée au premier plan dans ce cas-là. Reprise de dialogue, est-ce que, Jean-Baptiste Monnier, on peut dire qu'il y a eu quand même un certain nombre d'accords? Par exemple, lorsque Antony Blinken dit « Ils nous ont dit, les Chinois, qu'ils ne vont pas livrer d'armes à Moscou dans la guerre en Ukraine ». Donc ça, c'est un fait? Alors, c'est pas nouveau. Les Chinois... Mais ça restait une question. Alors, la livraison officielle d'armes en Chine avait été effectivement évitée, ou les Chinois s'étaient en tout cas exprimés pour dire qu'ils n'allaient pas le faire depuis peut-être un mois. En revanche, là où Blinken est intervenu, c'est pour signifier aux Chinois le risque que certaines entreprises privées, avec ou sans l'accord gouvernemental des Chinois, puissent faire passer les technologies qui servent aux Russes dans la guerre en Ukraine. Et là, je ne pense pas que les Chinois ont accepté de surveiller toutes leurs entreprises, mais ils sont prévenus en tout cas. Ça, c'est un résultat. Donc c'est un résultat aussi, Jean-Paul Chong, vous êtes d'accord sur cette non-livraison d'armes à Moscou? En tout cas, c'est Blinken qui le dit, ce ne sont pas les Chinois. Je pense que les Chinois, effectivement, tiennent ce discours. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien promettre de ne pas livrer des armes à la Russie, puisque la Chine a toujours proclamé finalement sa neutralité dans cette affaire, et on reproche même à l'Occident de déverser des tonnes d'armes à l'un des belligérants. Donc les Chinois, ils tiennent à la position. Je suis d'accord avec la remarque sur effectivement les craintes américaines sur les transferts de technologie éventuellement à usage militaire par des entreprises chinoises, tout ça. Mais je pense aussi que... Ça reste une crainte... les Américains peuvent toujours craindre ça, effectivement, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas que une promesse, c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. Donc, si la promesse sera entièrement tenue. Mais d'un autre côté, pour le moment, c'est ce que Blinken reconnaît lui-même, à savoir qu'il n'y a aucune preuve comme quoi la Chine ait livré des armes à la Russie. Voilà. Emmanuel Viron, il pourrait y avoir eu un accord là-dessus? Alors, un accord... A priori, non, parce que ça serait beaucoup plus documenté. En revanche, ça permet à Blinken deux choses, je crois. Ça permet, de rappeler le sujet sur le territoire chinois, donc de dire qu'il a évoqué le sujet avec la partie diplomatique chinoise, et que ça n'engagerait pas la Chine sur ce terrain-là. Donc finalement, quelque part, il cherche à faire dévoiler les intentions cachées chinoises. Premier sujet. Deuxième sujet, ça permet à Antony Blinken de revenir aux États-Unis avec cet élément-là pour la diplomatie américaine dans le cadre de la guerre en Ukraine. Tara Varma, vous êtes d'accord, c'est aussi pour que Blinken puisse rentrer aux États-Unis. On sait que l'échéance électorale est quand même dans pas longtemps, et de dire que c'est plutôt un succès justement sur cette question de la livraison d'armes Chine-Russie qui ne doit pas avoir lieu. Oui, c'est un point vraiment crucial. D'ailleurs, dans le point presse qu'Antony Blinken a donné après ces différentes réunions, c'est un des premiers points qu'il a mentionné, la contribution de la Chine qui est maintenant accrue à tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il y a eu une vraie inquiétude, notamment l'été dernier, de la part des Américains que les Chinois livrent des armes via la Russie, en fait, à la Russie, pour la guerre en Ukraine. Et il y avait une menace assez exprimée, alors pour ne pas du tout voiler du Conseil à la sécurité nationale, en disant que si la Chine aidait la Russie et lui livrait des armes qui lui permettraient de gagner, en tout cas de manière décisive, la guerre en Ukraine, ce serait un sujet de contentieux maximal. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup d'autres pays, notamment les pays de l'Union européenne. Il y a eu plusieurs tentatives de parler à Xi Jinping à ce sujet. Il aura quand même fallu 15 mois et demi de guerre pour que Xi Jinping décroche son téléphone et appelle Volodymyr Zelensky. C'était une requête d'ailleurs de Zelensky lui-même. Il sait qu'aujourd'hui, une des très rares personnes qui puisse avoir une influence sur Poutine, c'est Xi Jinping. Et donc, il faut qu'il y ait une forme d'intervention chinoise pour mettre fin à la guerre au plus vite. Donc, cette assurance qui n'est pas documentée que la Chine ne livrera pas plus d'armes à la Russie qu'elle ne l'a déjà fait, en tout cas qu'elle ne l'aidera déjà pas plus, c'est quelque chose qui est important sur le plan diplomatique et évidemment à ramener sur le sol américain, parce que comme vous l'avez dit, la Chine va être un enjeu de politique étrangère crucial à l'approche de la campagne présidentielle. Le fentanyl, alors ce serait l'autre terrain plus ou moins d'entente, enfin à voir, Jean-Baptiste Monnier, juste pour rappeler ce que c'est, c'est un produit de synthèse qui en fait rend extrêmement dépendant et c'est plus létal si on regarde les statistiques aux États-Unis que l'héroïne. Au départ c'était pour soulager les patients atteints d'un cancer, aujourd'hui on parle de 100 000 décès au fentanyl par an aux États-Unis et un des composants, donc on l'apprend aujourd'hui, vient de Chine. Alors est-ce qu'ils auraient trouvé un terrain d'entente là-dessus? Je crois, en tout cas c'est ce que dit Antony Blinken, et si
si c'est le cas, ce serait une bonne nouvelle. Comme vous l'avez dit, ça détruit la civilisation, les pays, les États américains, les villes américaines, et c'est une catastrophe. Et là, ce sera très difficile à vérifier, parce qu'évidemment, tout ça, c'est la mafia qui organise ces transferts. Ça passe par tout un tas de pays, en particulier le Mexique, c'est par là que ça rentre. Donc, il y a une hydre qui produit ces dommages aux États-Unis. Mais en fait, la Chine pourrait quand même avoir un impact sur l'importation du fentanyl en tant que tel aux États-Unis. Comme vous le savez, la Chine surveille pas mal ses ressortissants et il pourrait probablement intervenir là où ça fait mal. Oui, je crois. Oui, c'est pas un problème nouveau, puisque les Américains et les Chinois discutent de ce sujet. Non, mais cette provenance chinoise. Non, mais cette discussion sino-américaine sur la question. Les Chinois ont une situation compliquée à gérer parce qu'effectivement, il y a une industrie chimique qui est quand même très répandue dans le pays. Donc, il a fallu qu'ils mettent en place tout un système de grilles, de définition de tel type de produits, de précurseurs chimiques pour catégoriser les différents produits, pour les cerner, quels sont les trucs qui sont dangereux, qui font l'objet effectivement d'inquiétudes américaines. Simplement, les Américains ont été quand même très impatients sur ce sujet et donc ils ont été un peu loin parce qu'ils ont pris des sanctions, non pas seulement contre 2 entreprises chinoises, mais ils ont pris des sanctions contre l'administration chinoise, l'équivalent de l'agence contre la drogue, la DEA américaine, quoi. Ils ont sanctionné les dirigeants, les bureaux, les institutions, etc. Donc là, cette réunion, apparemment, a dû apporter des solutions. Parce que les Chinois, du coup... Donc disaient, ça a marché, cette pression. Les Chinois disaient, mais comment voulez-vous qu'on coopère si d'un côté, vous sanctionnez les gens qui peuvent vous aider, etc. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un peu de progrès et qu'on peut espérer qu'au moins, de ce côté-là, les choses sont plus positives. Emmanuel Véron. Oui, quelques compléments. Le fentanyl, c'est pas une chose très très récente. C'est en fait un médicament, c'est un antidouleur extrêmement puissant qui est utilisé depuis les médecines occidentales depuis de nombreuses années. Et qui a une dérivation pour la toxicomanie et avec une très forte consommation en Amérique du Nord, Canada aussi, États-Unis et un peu moins au Mexique. Et quand les services américains, alors vous avez parlé de la DEA, etc., mais aussi la DIA, puis d'autres services d'agence de sécurité et de renseignement américains ont commencé à monter les enquêtes et à l'avant-garde le FBI, ils ont monté des filières du crime organisé, ce que vous avez présenté de manière très pertinente dans le sujet, des cartels mexicains, mais aussi en collusion forte avec du crime organisé chinois partout dans l'Indo-Pacifique. Et ce qui fait qu'on peut avoir un parallèle historique très fort, parce que le Parti communiste chinois, l'État chinois est parfaitement au fait et au courant de tout ça, un parallélisme très très fort dans l'asservissement des populations avec guerre de l'opium, moitié du 19e siècle, et ici, le fentanyl, usage, toxicomanie, sur la plaque nord-américaine. Sauf que c'est inversé, en fait. C'est inversé, et c'est une chimie qui n'est pas l'opium, mais cette fois-ci qui est une chimie de synthèse, et qui est véritablement un désastre sanitaire, ce qui vient alerter les autorités publiques américaines. Sauf qu'à l'époque, on disait que les Britanniques avaient provoqué cette guerre de l'opium. Donc est-ce que ça veut dire que les Chinois ont provoqué cela ? Renversement ça, alors provoquer non, mais c'est beaucoup plus, si je puis dire, subtil et sophistiqué, c'est non pas provoquer, mais comme ils tiennent la chaîne de l'approvisionnement et de la fabrication du médicament, ils participent, malgré ce que Jean-Paul Chang rappelait, les fameuses sanctions américaines et puis d'autres canaux, par l'intermédiaire du crime organisé, pour continuer d'alimenter puissamment, indépendamment des restrictions américaines, le marché nord-américain. Donc il y a une intention chinoise quand même, dans ce que vous dites. A priori, il y a une intention cachée. Jean-Paul Chang n'est pas d'accord, mais... Moi, je ne sais pas, je ne spéculerai jamais sur les intentions. Je regarde simplement les effets. Si vous voulez effectivement qu'il y ait une coopération sino-américaine sur le sujet, il est clair qu'il fallait que les 2 autorités s'entendent sur qui va travailler avec qui et comment avancer. Voilà. Donc apparemment, ça a été l'objet de la réunion à Pékin, quoi. Jean-Baptiste Mounier, il y a une intention chinoise, comme on disait à l'époque, les Britanniques, dans cette fameuse guerre de l'opium provoquée par eux. Je ne sais pas, mais je sais que s'ils pouvaient surveiller la mafia autant qu'ils ont surveillé les Ouïghours, ils arriveront à l'arrêter. Donc ils peuvent surveiller la mafia à ce point-là, les Chinois aujourd'hui ? La mafia chinoise ? C'est partie intégrante des modalités du parti et de l'État chinois. Ah, il est clair que... Ça n'échappe pas au contrôle du pouvoir. Jean-Paul Chang. Je pense que le pouvoir communiste chinois a toujours été l'ennemi le plus puissant des mafias, des triades chinoises, effectivement, qui n'avaient peur de personne, sauf du Parti communiste chinois. Donc, en un certain sens, effectivement, si effectivement il y avait un effort important, ils arriveraient. Mais encore une fois, il y a la volonté, non pas l'intention, mais la volonté d'aider les Américains en la matière ou pas, ça dépend aussi un peu de l'attitude américaine. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les 2 parties sont arrivées à une sorte de consensus
pour dire qu'on va coopérer là-dessus. Bon, moi je considère ça, je prends la nouvelle positivement. Tara Varma, est-ce que les pressions américaines ont finalement fonctionné justement dans ce dossier du fentanyl ? C'était un dossier qui était vraiment essentiel pour l'administration américaine. Donc je pense que le fait qu'il y ait un groupe de travail qui soit monté, ça faisait aussi partie des choses qui ont été annoncées à la conférence de presse d'Anthony Blinken, c'est quelque chose de positif. C'est un sujet, encore une fois, très emblématique de cette relation bilatérale qui est faite d'interdépendance. Emmanuel Véron l'a dit un peu plus tôt dans l'émission. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et donc, en fait, on est passé très vite de la compétition technologique à la discussion d'un conflit potentiel. Encore une fois, sur le sol américain, la relation avec la Chine est en discussion au quotidien. Je pense que d'une certaine manière, on voit aussi avec cette visite le début de ce qu'on appelle le dérisquage, c'est-à-dire le fait d'essayer de limiter la dépendance sur la relation avec la Chine. C'est un concept que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, comme concept. Voilà, revenir d'ailleurs. Elle a développé et qui a été vraiment repris par l'administration américaine, parce qu'effectivement, ce dont on a parlé pendant quelques temps, il y a 1 an et demi, c'était du découplage, ce qui était franchement impossible au vu de la dépendance. L'idée qu'on s'isolerait totalement de la relation avec la Chine, c'est impossible sur le sol américain, c'est évidemment impossible aussi pour les marchés européens, mais une réflexion sur le dérisquage, elle consiste à dire on choisit un certain nombre de secteurs stratégiques, encore une fois, dont on ne se coupe pas forcément de la Chine, mais où on considère qu'on a des partenaires prioritaires avec lesquels il faut travailler. Donc on voit aussi la ligne, c'est un peu un numéro d'équilibriste qu'il faut faire pour faire du dérisquage, parce que, encore une fois, la dépendance est énorme sur la Chine. Donc il faut réfléchir stratégiquement aux secteurs sur lesquels on voudrait travailler davantage, sur lesquels on voudrait travailler un petit peu moins avec la Chine. On voit un peu avec cette visite, je trouve, le début de la réflexion là-dessus. C'est-à-dire, on reconnaît que la reprise des contacts est essentielle. On aborde des sujets assez clés. Taïwan, les tensions en mer de Chine du Sud, le fentanyl, qui est un sujet aussi un sujet interne aux États-Unis, mais qui est aussi important. Et on regarde un peu plus loin aussi sur la manière dont la relation va se développer. Mais sur Taïwan, pour revenir justement à la vraie question qui fâche, franchement, Jean-Baptiste Monnier, pour rejoindre ce que vient de dire Tara Varma, dérisquage, mais sur Taïwan, on ne peut pas dire que les Chinois aient véritablement avancé. Le 8 juin dernier, d'ailleurs, Taïwan a détecté 37 avions de combat chinois en l'espace de 6 heures dans la zone d'identification de défense aérienne. Et cette rencontre n'a rien donné sur Taïwan. Alors non, ils ont chacun exprimé leurs avis. Anthony Blinken a rappelé les 3 communiqués et le fait que Taïwan, la solution de Taïwan devait être le respect du statu quo. Effectivement, la Chine a pas mal bougé ces derniers temps, surtout au 20e congrès, en annonçant que l'unification, pas la réunification avec Taïwan, pourrait se faire par la force si nécessaire. Donc ça, c'est une rupture du statu quo évidente, et elle l'a démontré aussi à plusieurs égards, et depuis évidemment la visite de Tsai Ing-wen aux États-Unis, avec des démonstrations militaires qu'elle entendait bien, effectivement, montrer ses muscles. Et donc, nul ne sait ce qui va se passer, mais à nous, Européens, et à nous, Américains, d'être alignés pour bien signifier à la Chine que si ça devait arriver, ce serait une catastrophe mondiale pour nos économies ainsi que pour la Chine. Et on peut mettre des pressions sur la Chine, oui. Jean-Paul Chang, cette question de Taïwan n'a pas bougé. Non, la Chine n'a pas avancé ni reculé. Elle a maintenu sa position qui est la firme depuis pratiquement 1949. Et simplement, je pense qu'il y a eu des discussions cette fois-ci plus importantes sur le fait qu'il n'y a plus de contact entre les militaires, donc à haut niveau. Et ça, c'est important, puisqu'avec tout ce qui se passe, ça va la tension. Les rencontres entre les avions, les navires, tout ça, dans le détroit de Taïwan, tout ça, il faut quand même trouver un moyen, un canal de communication ou de restaurer un dialogue. Quand vous dites qu'il n'y a plus de contact entre les militaires, vous dites entre les militaires américains et les militaires chinois? Chinois, oui, parce qu'il y avait des dialogues qui étaient instaurés, institutionnalisés. Or, les Chinois ont rompu après les différents incidents, voyage de Pelosi, voyage de Tsai Ing-wen, etc. Et récemment, vous savez que M. Austin, secrétaire d'État à la Défense, était à Singapour pour les entretiens sur les affaires stratégiques là-bas. Et le ministre des Affaires étrangères chinois y était aussi. Et il a refusé effectivement une rencontre bilatérale à côté de ce forum de Singapour. Et là-dessus, il est clair qu'il faut que les deux pays travaillent pour trouver une solution. Je pense que c'est là-dessus qu'ils ont sûrement
travailler. Il n'y a pas de dialogue sur cette question, véritablement. Je pense qu'entre Blinken et Wang Yi et entre Qin Gang, tout ça, ce sujet a été abondamment abordé et probablement il y a peut-être une trajectoire pour restaurer quand même ce dialogue. Emmanuel Véron, est-ce que Biden d'ailleurs devrait clarifier sa position sur une intervention américaine ou pas en cas d'invasion de Taïwan par la Chine? Plusieurs choses. Pour Taïwan et les États-Unis, et donc l'administration Biden, il y a les garanties de sécurité du Taiwan Relation Act 1979. Donc, ce qui confirme, par l'intermédiaire des institutions américaines, notamment le Congrès, une assistance à Taïwan, des garanties de sécurité, de la formation, de livraison de matériel, etc. Dans le cas de l'usage de la force par la Chine, c'est quelle serait la qualité et la nature complète de l'interprétation de ce Taiwan Relation Act. C'est-à-dire, est-ce qu'on envoie des troupes ou pas? Est-ce qu'on a un déploiement militaire massif, d'ampleur, etc. Donc ça, c'est la question reste posée, je puis dire. Mais elle la garantie le de sécurité discours n'est pas si clair du côté américain. La garantie de sécurité demeure. Là, c'est l'ampleur et de l'interprétation et de l'usage de cette garantie de sécurité qui, à ce stade-là, reste hypothétique. Mais les Chinois savent très très bien que la puissance militaire américaine, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, on le voit tous les jours en Ukraine, et que la capacité militaire chinoise, qui certes augmente considérablement, ne savent pas encore faire la guerre. Donc il y a encore un différentiel très fort. Mais ce qui est intéressant de voir sur le sujet de Taïwan lui-même, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. On le voit d'ailleurs dans la synthèse annoncée par à la fois Xi Jinping, mais aussi le chef de la diplomatie côté Parti communiste chinois, c'est coopération ou confrontation. Ça, si on appelle ça un dialogue, ça me paraît quand même assez manichéen, sinon archaïque. Donc effectivement, on reste complètement bloqué, mais ce qui, pour Pékin, une manière de laisser à Washington la possibilité de dire « Eh oui, nous sommes la puissance avec une prééminence, si ce n'est la prééminence, face à vous Américains, et à terme, on vous dépassera. » Tara Varma, vous êtes d'accord ? Alors, pour le coup, la reprise des contacts militaires à militaire, ça faisait partie des requêtes de Blinken, et Xi Jinping a décliné la reprise de ces contacts. Donc je trouve qu'il y a un élément d'inquiétude vraiment là-dessus, parce que c'était une requête américaine de reprendre la discussion. C'était absolument essentiel que ces canaux de communication existent. Et je crois qu'on a sous-estimé à quel point les canaux de communication, de manière générale, ont été coupés ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est très inquiétant. Le fait que Xi Jinping envoie ce message plutôt de refus, voilà, moi, a tendance à m'inquiéter. Encore une fois, aux États-Unis, la question de l'aide à Taïwan, elle est vraiment cruciale. Elle va faire partie de l'élection présidentielle l'année prochaine. Et en fait, la manière dont le débat se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les États-Unis, justement, sont suffisamment puissants pour pouvoir et continuer à nous aider en Ukraine, nous, Européens, et construire le format de leur compétition, ou j'espère pas en tout cas, de leur conflit dans la région Indo-Pacifique. Et c'est dans ces termes-là que se pose le débat ici. Un certain nombre d'experts sur la Chine aux États-Unis qui disent non, les États-Unis n'ont pas la capacité militaire et d'être présentes sur le sol européen et d'être présentes dans le territoire Indo-Pacifique. Ce seraient deux types de guerres conventionnelles très différentes, mais aujourd'hui, les États-Unis, certes, sont toujours une superpuissance, mais n'auraient pas les moyens d'être présents sur ces deux théâtres d'opération simultanément. Et donc, s'il y avait une décision qui devait être prise aujourd'hui, l'état du débat américain est clairement en faveur d'un renforcement de la puissance américaine dans la région Indo-Pacifique, et donc au détriment des Européens et de l'Ukraine. Est-ce que ça explique la raison pour laquelle, Jean-Baptiste Monnier, finalement, Biden n'est pas si clair lorsqu'on parle d'intervention possible ou pas américaine pour aider Taïwan si jamais il y avait effectivement une intervention chinoise? Alors, deux choses. D'abord, oui, donc c'est très clair. Blinken a accusé donc effectivement la partie chinoise de ne pas avoir accepté sa main tendue pour des échanges militaires et des communications. Et on a vu des risques avec des avions qui étaient très proches l'un de l'autre, des bateaux qui étaient très proches l'un de l'autre dans le Strait. Et donc ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle de cet entretien. Maintenant, Biden garde l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire la position américaine, c'est-à-dire on ne dit pas tout ce qu'on fera. C'est un peu ce que vous disiez, Emmanuel, par rapport à une éventuelle attaque sur Taïwan. Jean-Paul Chang. En fait, on reste dans l'escalade sur ce sujet. Alors, que ce soit Qin Gang ou Wang Yi, ou même Xi Jinping déjà à Bali, sur la question de Taïwan, les Américains, les Chinois répètent simplement que c'est
l'intérêt fondamental de la Chine, le plus fondamental des fondamentaux, etc., c'est la question de Taïwan. Que là-dessus, en apparence, bien entendu, ils ne feront aucune concession. Ils ne veulent pas rentrer dans la discussion là-dessus. Cela étant, je pense que tout le monde est conscient, et du côté chinois, du côté américain, des risques de dérapage, effectivement, d'où l'expression coopération au conflit, enfin, bon, c'est autre chose. Moi, je pense que même s'il y a un refus en apparence aujourd'hui de dire on rétablit tout de suite le dialogue entre les deux, je pense qu'ils ont dû discuter effectivement des moyens de parvenir à restaurer ça. Quelles sont les conditions posées par les Chinois pour qu'il y ait un rétablissement de conversation entre les militaires? Je ne le connais pas, je n'étais pas dans le... Enfin, nous ne savons rien, mais je pense que ça m'étonnerait qu'ils n'ont pas quand même essayé d'approcher d'une possibilité. On va parler de l'Europe, justement, parce que pendant que Antony Blinken a vu Xi Jinping et son homologue chinois en Chine, en Allemagne, le président Steinmeier a reçu le Premier ministre chinois aujourd'hui, Li Qiang, qui effectue d'ailleurs son tout premier voyage à l'étranger. Et c'est vraiment un test d'ailleurs dans la relation entre Berlin et Pékin. On sait qu'il y a une rivalité croissante entre les deux, que l'Allemagne était plutôt très indulgente avec la Chine, dont c'est, me semble-t-il, le premier partenaire commercial. On va écouter Olaf Scholz, le chancelier qui va voir, lui, demain, le Premier ministre chinois. C'est une très bonne chose que je me sois rendu à Pékin l'année dernière, alors que la période du coronavirus touchait à sa fin. J'ai pu ainsi jeter les bases d'une reprise des contacts intensifs, avec d'ailleurs un succès très concret. C'est sur cette base que nous nous sommes mis d'accord lors du G20 pour dire pas d'utilisation d'armes nucléaires dans les guerres. À mon avis, cela reste une déclaration importante, surtout au vu de la guerre qui se déroule à nos portes. Le fait que le secrétaire d'État américain se trouve actuellement en Chine est un bon signe d'une normalisation des relations qui s'impose. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de questions à discuter, qu'il n'y a plus de divergences d'opinion qui sont évidentes. Emmanuel Véran, est-ce qu'on peut dire que la diplomatie allemande change à l'égard de la Chine? On se souvient d'Olaf Scholz allant tout seul en Chine avec les constructeurs automobiles allemands sans en discuter avec ses partenaires européens. On se souvient que le secteur automobile est un secteur très important pour les Allemands en Chine. Est-ce que ça change? Est-ce que le discours a changé? Pas fondamentalement. Au plus haut niveau de l'État en Allemagne, pas fondamentalement, parce qu'il continue d'y avoir une interdépendance là aussi très forte en matière industrielle. Vous rappeliez le secteur industriel, le secteur automobile. Allemand, mais on pourrait donner aussi des consortiums type BASF qui ont des intérêts industriels et économiques très très forts en Chine et inversement. Cependant, ce qui est intéressant d'observer, quand on peut le voir dans d'autres États européens, c'est un certain nombre d'administrations qui tirent la sonnette d'alarme justement sur la dépendance économique industrielle, des questions d'espionnage, des questions cyber, des questions d'ingérence dans tous les secteurs, qu'elles soient économiques, intellectuelles, en termes de brevets ou dans différents secteurs d'innovation et de recherche, qui montrent que là, on a, malgré les déclarations d'Olaf Scholz, c'est normal, c'est dans un apparat diplomatique pour recevoir le Premier ministre chinois, est fondamentalement aux prises avec la recomposition au sein des États européens de comment faire avec la Chine. Et il y a des débats très très intenses dans les différentes institutions européennes, précisément pour recomposer ces liens, faire autrement et avoir une envergure d'industrialiser notamment l'Europe par rapport à ce qu'on appelle le fameux dérisking. Le fameux dérisquage, qui est un mot affreux, mais a priori qui est une sorte de néologisme qu'il faut comprendre. Voilà. Se dissocier des affaires chinoises. Est-ce que ça veut dire qu'on est moins naïf à l'égard de la Chine? Ils sont libéraux, les Allemands, mais moins naïfs. La naïveté commence dans le Financial Times aujourd'hui. La naïveté tombe progressivement un petit peu partout, mais les choses sont encore assez imbriquées et il reste encore une marge de naïveté, ma foi, importante. Jean-Baptiste Meunier. Oui, effectivement, les Allemands ont il reste une marge de naïveté. Une marge de naïveté. Donc les Allemands ont finalement sorti leur stratégie de sécurité nationale la semaine dernière, finalement, et qui est beaucoup plus dure vis-à-vis de la Chine qu'elle était avant. Et donc il y a un shift. Il y a un shift très clairement. Comme vous le disiez, Emmanuel, les industriels chinois, les industriels allemands sont mouillés depuis 100 ans. Ils sont en Chine, Siemens, BASF, vous me disiez, Volkswagen. Et pour eux, c'est très très difficile. Et ce qu'on entend, c'est une sorte de double langage de la part des industriels où ils disent, comme le disait Roland Busch de Siemens, on va investir 2 milliards de dollars entre la Chine et Singapour. Mais il n'a pas dit combien mettait en Chine. Donc il reste nuancé, mais ils savent très bien, et pour dire
de-risking, ce rapport en particulier allemand, rappelle la dépendance des Allemands par rapport au gaz russe et l'erreur stratégique qu'ils ont faite en misant tout sur le gaz russe, et ils ne veulent pas que cette erreur soit refaite sur la Chine. Donc on ne veut plus miser tout sur la Chine. J'ai vu tout de même 11 milliards d'investissements directs, 11 milliards d'euros d'investissements directs chinois en Allemagne, ce qui quand même reste assez... Et en 2022, et la Chine qui reste le premier marché automobile allemand. Et pour les Chinois, enfin, c'est pas un hasard que le Premier ministre chinois soit en ce moment en Allemagne, Jean-Paul Chang, parce qu'ils tiennent à garder... Je vous signale qu'il vient à Paris juste après, hein, donc effectivement. D'une façon générale, quand on parle de ça, je veux dire, moi je reprends ce que Emmanuel nous a dit, à savoir que c'est les administrations, effectivement, qui sont plus en avant-garde dans les alertes ou les messages de prudence, alors que le milieu économique... moi, j'appelle pas ça je veux dire, je trouve ridicule d'appeler ça de la naïveté si les gens jugent. Alors, comment vous appelleriez ça? Vous voulez appeler ça business. Business is business. On ne prenne pas non plus le cynisme intégral, c'est ça que je veux dire. Mais ça n'a rien à voir là-dedans. Il y a un problème de prendre conscience objectivement de ses intérêts, des intérêts de ses compagnies, de sa société, de son pays. Enfin, je veux dire, c'est l'intérêt national ou l'intérêt d'un groupe industriel, tout ça, a des définitions, à mon avis, qui sont au-delà des considérations psychologiques du genre naïveté ou cynisme. Bon, voilà, tout ce que je veux dire, c'est que les multinationales qui ont fait des milliards en Chine n'étaient pas naïfs. Voilà. Ils ont gagné des milliards et des milliards. Donc ils étaient plus cyniques que naïfs. Ce que je voulais dire simplement, que par contre, vous avez effectivement une opposition entre le milieu d'affaires, pas une opposition, mais une différenciation de plus en plus nette entre le milieu d'affaires. Quand vous voyez défiler à Pékin, que ce soit M. Bezos, M. Cook de Apple, M. Ça, c'est les Américains. Oui, c'est les Américains, mais les Allemands sont passés avant. Donc, tous les grands patrons. D'ailleurs, il y avait Bill Gates. Bill Gates, en plus, etc. Et tout. Monsieur, plus celui de Elon Musk. Hein, donc, voilà. Tout ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, plus, bien entendu, encore plus important, le patron de JP Morgan. Hein, pour les gens qui ont travaillé dans la banque, nous savons ce que ça veut dire. Et l'importance qu'ils ont, effectivement, sur, éventuellement, la stratégie ou la politique d'un certain nombre de pays. Il y a un décalage aujourd'hui de plus en plus flagrant entre les milieux d'affaires qui pensent qu'on va un peu trop sur l'hystérie idéologique sur la Chine par rapport à l'intérêt réel qu'il y a à continuer à travailler avec la Chine ou à investir en Chine et à exploiter le marché chinois. Donc là-dessus, j'attire l'attention sur le fait que, effectivement, le comportement de nos hommes d'affaires vis-à-vis de la Chine s'écarte effectivement progressivement des avertissements ou des conseils que nous donnent tous les... Ils veulent continuer à faire du chiffre d'affaires. Pas seulement, c'est l'avenir quand même de leur entreprise, c'est l'avenir de notre économie. Donc il faut être tout à fait conscient que l'interdépendance signifie concrètement un certain nombre de choses et non pas, c'est pas abstrait. On ne peut pas se retirer comme ça en appelant ça en découplement, découplage ou des risqués, etc. Tout. La réalité, c'est que les investissements continuent à être croisés dans les deux sens. Tara Varma, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul Chang? Donc c'est compliqué en fait, hein, cette ligne politique de dérisking et puis la réalité de l'entreprise en fait, du business. Alors, c'est un concept qui, quand même, a été inventé il y a 2 mois. Donc, effectivement, sa mise en œuvre, je pense, va prendre un tout petit peu plus de temps. Sur la partie allemande, les 2 plus gros atouts diplomatiques et économiques de l'Allemagne avant le début de la guerre en Ukraine, c'était sa dépendance, en tout cas son lien énergétique avec la Russie et la dépendance, lien industriel avec la Chine. Il y a eu par la force des choses, l'Allemagne s'est détournée en l'espace d'une année de cette dépendance énergétique sur la Russie. Elle ne sera pas en mesure de se détourner aussi vite de sa dépendance industrielle vis-à-vis de la Chine. La stratégie de sécurité nationale, effectivement, présente un plan d'action. Il va d'ailleurs y avoir une stratégie de sécurité nationale spécifiquement dédiée à la Chine en Allemagne qui va sortir le 5 juillet, donc qui va, je pense, affirmer les choses de manière un peu plus claire et déterminée. Mais Olaf Scholz l'a dit lui-même. Cette diversification, disons, du portefeuille chinois qui est quasiment exclusif aujourd'hui va prendre au moins 10 ans. Donc ça, c'est un sujet qui va évidemment être aussi d'intérêt pour les autres industriels européens, ceux qui voudront se détourner de la Chine petit à petit, en tout cas accroître leur portefeuille d'investissement. Mais le marché chinois aujourd'hui, il est un peu irremplaçable tel quel, et donc le plan d'action qui devra être mis en œuvre idéalement au niveau européen, il va prendre du temps. Cet élément-là, je pense qu'il est important aussi pour
que nos partenaires et nos alliés américains l'entendent, parce qu'il risque d'y avoir une attente, effectivement, que les Européens se détournent assez vite de la Chine, ce qui n'arrivera pas du jour au lendemain. En tout cas, je crois qu'il y a une réalisation de la nécessité de le faire aujourd'hui, a fortiori parce que le régime chinois est quand même assez dur, devient de plus en plus dictatorial. On l'a dit, c'est la première visite d'un secrétaire d'État américain en Chine depuis 5 ans. Le Covid aussi est passé par là. Donc, cet élément-là, il est, je pense, aussi pour nous, le dérisquage, il doit avoir une composante stratégique. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas se détourner de la Chine du jour au lendemain, mais il y a un vrai intérêt européen à diversifier aussi notre portefeuille aujourd'hui d'investissement. Et peut-être que ça rejoint, je vais vous faire réagir, Jean-Baptiste Meunier, mais la ministre de l'économie de Taïwan, qui était à Vivatech la semaine dernière, l'entreprise Prologium, qui a annoncé son projet de construire une usine à Dunkerque. Taïwan, c'est 60% de la production mondiale de semi-conducteurs, 90% des puces de pointe. On dit d'ailleurs que s'il y avait un conflit à Taïwan, ça paralyserait l'économie mondiale. Oui, c'est vrai. Juste un mot sur l'économie chinoise. Je crois aussi que les industriels ne sont pas naïfs et que le marché chinois a vécu ses plus belles années. Et tout le monde le sait maintenant. La croissance n'est plus là. Et surtout, les problèmes que rencontrent les industriels en Chine sont considérables. Il y a des règles de concurrence qui sont opaques, voire déloyales. Il y a la propriété intellectuelle qui fuit. Il y a des nouvelles règles du style anti-espionnage qui permettent à la police de rentrer n'importe où, à n'importe quel moment, et prendre mettre en prison les entrepreneurs. Donc c'est très difficile. Donc on peut y réfléchir à 2 fois. Oui. Alors ceux qui sont scotchés, qui ont investi des dizaines de milliards, vont y rester. Mais je crois qu'il y a beaucoup moins d'investissements nouveaux et il y en aura de moins en moins parce que ce marché, non seulement est difficile, mais il ne croit plus. Jean-Paul Chang, il y a un moment donné, effectivement, la dureté, la dictature politique peut avoir un impact sur l'économie. Non, mais chacun a ses relations et ses sources et ses discussions. J'espère à très haut niveau, effectivement, dans le milieu économique et financier. Je n'ai pas toujours le même écho que mon interlocuteur là-dessus. Et que quand je regarde les chiffres ne sont pas si catastrophiques en termes d'investissements directs étrangers en Chine, de nouveaux investissements. Et quant à la taille du marché chinois, effectivement, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est encore un marché qui est irremplaçable et que les perspectives de la croissance chinoise, qui paraît-il s'effondrent depuis 30 ans maintenant, on est quand même sur une croissance, même si Goldman Sachs a baissé encore de 0,40 la prévision pour cette année, on est à 5,6% de croissance par rapport au reste du monde qui peine. Alors, je vous signale que quand même, c'est tellement important sur le plan économique, la Chine, et même pour la stabilisation du dollar et du système financier international, que la personne qui voudrait le plus aller en Chine en ce moment, c'est Madame Yellen, qui était ancienne banquière centrale américaine et qui est secrétaire d'État au Trésor. Et tout le monde sait que dans ce domaine, la coopération sino-américaine sera fondamentale pour la stabilité financière mondiale. Emmanuel Véron. Et ce qui nous amène, comme vous le rappelez, à Taïwan, les investissements récents dans le nord de la France, et puis finalement à diversifier le portefeuille indépendamment des conditions industrielles, économiques et financières chinoises, où on sait par ailleurs effectivement que l'environnement des affaires n'est plus celui des années 2000, loin de là. Et donc aujourd'hui, pour investir en Chine, bon courage. En revanche... Bon courage, vous dites-vous. Bon courage. Sauf si vous êtes une grande boîte du CAC 40 sur quelques portages industriels qui sont eux-mêmes anticipés sûrement avec du domaine R&D, recherche et développement, depuis 10 ans. Mais une PME, bon courage. En revanche, les géants comme les Elon Musk et compagnie... Là, on est sur une autre catégorie, si je puis dire, de firmes mondiales qui n'est pas tout à fait comparable à des PME, voire à des secteurs CAC 40 français ou des grandes entreprises industrielles européennes. Ce qui montre bien la possibilité aujourd'hui en Europe, et ça fait écho à ce que disait Tara Varma, de diversifier, si je puis dire, à la fois les partenariats, les portefeuilles et les domaines d'investissement, en refaisant de la macro-géographie en Europe, voire en Afrique du Nord, voire penser à l'Amérique latine et reconsolider les liens transatlantiques entre l'Europe et l'Amérique du Nord en matière économique. Tara Varma, un mot de conclusion, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, que les investisseurs américains sont plus prudents en Chine aujourd'hui, alors qu'on parlait de Elon Musk, de Bill Gates, enfin de tous ces géants présents, patrons de géants présents en Chine? Ce qui a été dit plus tôt, c'est-à-dire qu'Elon Musk, Bill Gates et d'autres, effectivement, les géants peuvent se permettre de continuer à investir en Chine. Je pense que pour les plus petits, et même ceux de taille intermédiaire ou moyenne, ce n'est pas envisageable aujourd'hui. La connaissance intrinsèque du milieu chinois, elle n'est pas donnée à tous. Il y a beaucoup d'obstacles en fait à investir en Chine aujourd'hui, et dans un contexte de fermeture vraiment de la Chine depuis le début de la pandémie du Covid, c'est un risque, je pense, aujourd'hui. Donc beaucoup se rendent compte qu'il n'en vaut peut-être pas la peine, et donc il faut
diversifier, essayer d'identifier d'autres acteurs stratégiques avec lesquels on doit former des partenariats. On ne peut pas renoncer à la Chine aujourd'hui, mais en tout cas, il faut réfléchir à diversifier sérieusement. Merci beaucoup Tara Varma d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Monnier. Merci Emmanuel Véron, Jean-Paul Chang. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.